dans toute une histoire, l'histoire de Linda qui s'est battue contre la mucoviscidose pour avoir l'enfant dont elle rêvait. Elle m'apporte du bonheur, de la joie. De temps en temps, je suis tellement fatiguée que j'ai peur de... T'as grandi. De plus être là, quoi. Je suis tombée enceinte au moment où je l'ai voulu, en fait. Où je me suis sentie capable d'aller jusqu'au bout. Et aussi l'histoire de Sandrine qui a pris le risque il y a 14 ans de donner la vie alors qu'elle était séropositive et toxicomane. Moi, je veux que tu t'épanouisses le mieux du monde. J'essaye de t'apporter de l'amour, j'essaye de t'apporter tout ce que je peux. Je t'aime et t'es en bonne santé. C'est lui qui me permet d'avancer, de continuer de me battre surtout. Parce que si je ne l'avais pas vu, je ne sais pas si je serais encore là. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Bienvenue dans toute une histoire. Merci d'accueillir nos invités. C'est une étrange sensation de porter la vie et en même temps de risquer la mort, nous a dit une de nos invitées en préparant cette émission. On dit que le désir de mettre au monde un enfant est plus fort que tout. Les témoignages que vous allez entendre aujourd'hui en sont la preuve. Nos invités ont donné la vie au risque de perdre la leur. Elles sont atteintes ou alors elles sont porteuses d'une maladie qui prend beaucoup de place. On leur a déconseillé souvent, voire pour certaines, on leur a interdit d'avoir un bébé, mais elles ont pris tous les risques, elles ont déjoué la médecine, elles ont déjoué la science et elles ont fait un enfant malgré cette maladie. Je vous demande de les accueillir et d'encourager aussi chaleureusement nos invités. Des parcours qui forcent le respect. Bonjour à tous. Linda, vous êtes... Bonjour d'abord, on s'est aperçu avant l'émission. Vous êtes atteinte de la mucoviscidose depuis votre naissance. Vous êtes une première française, vous le savez. Première mondiale, oui. Première mondiale même. Oui. Et donc une femme qui est porteuse de beaucoup de courage et de bonnes nouvelles pour d'autres qui sont dans le même état que vous. La mucoviscidose, c'est une maladie qui empêche de respirer, oui. Peu à peu. Et une atteinte du foie aussi. Et une atteinte du foie parallèlement à ça. Oui. Vous êtes la première femme ayant subi une double greffe, donc poumon et foie, voilà. à avoir réussi à donner la vie. Oui. Bravo. Merci. Bonjour Olivia. Bonjour Olivia. Et Frédéric. Olivia, vous n'êtes pas malade. Vous êtes ce qu'on appelle une porteuse saine. Oui. C'est-à-dire que vous portez en vous un gène défectueux, que vous prenez le risque de transmettre, ou il y a un risque en tout cas de le transmettre. Vous ne le savez pas quand vous êtes tombée enceinte? Non, je ne savais pas que j'étais porteuse du gène de cette maladie que j'ai transmis à mon enfant. Donc, de quelle maladie s'agit-il? La maladie du syndrome de l'X fragile. De l'X fragile. Voilà. Donc ça ne concerne que les garçons? Que les garçons, oui. Donc c'est une maladie mentale et donc je l'ai transmis à mon enfant et... On verra quelles sont les séquelles pour votre fils aujourd'hui et puis qu'est-ce que vous risquez si vous êtes à nouveau enceinte? C'est un projet? C'est un projet qui est en cours mais ah bon? difficile. Pas tout de suite là. C'est difficile. Ah oui. Il faut faire, des démarches pour ne pas avoir un autre garçon justement atteint de cette maladie. Sandrine est notre invitée également. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Sandrine, vous êtes séropositive depuis 20 ans quand vous avez contracté le virus. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans même. C'est une maladie quasiment inconnue à l'époque. Tout à fait. Vous l'avez apprise alors que vous étiez enceinte? Tout à fait. Alors, je suis tombée enceinte et là, par précaution, j'ai préféré dire à mon médecin que j'étais toxicomane. Et là, on m'a fait un test HIV pour voir si j'avais le sida. Et malheureusement, j'étais atteinte et c'est vrai qu'on ne m'a pas donné le choix. Ça a été un avortement thérapeutique, rendez-vous immédiat et avortement. Et pourtant, vous êtes maman aujourd'hui. Tout à fait. Vous nous raconterez comment vous y êtes arrivée et vous nous direz aussi en quoi cette naissance, dites-vous, a sauvé votre vie. Tout à fait. C'est un cadeau de la vie. On ne va pas pouvoir dire plus cadeau de la vie. Quel âge a votre fils? 15 ans. On en parlera en détail. Bonjour Christine. Bonjour. Alors que vous étiez enceinte de quelques semaines, vous avez appris que vous développiez un cancer du sein. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 41 ans. 41 ans. Vous en étiez à combien de semaines quand vous l'avez appris? J'étais enceinte de 8 semaines et c'est lorsque je suis allée voir le gynécologue pour confirmer cette grossesse où on a su aussi que j'avais un cancer du sein. Comment s'en est aperçu? Au niveau de palpation. Palpation? Oui, palpation, pardon. Palpitation aussi, sans doute. On a su que j'étais enceinte et aussi avait des cancers. Alors c'est drôlement risqué de garder un bébé dans ces cas-là, parce que vous deviez faire appel à la chimiothérapie. Oui. On se demande toujours si ça peut toucher le bébé ou pas. Tout à Comment fait. vous avez pesé le risque? Bon, déjà, ils m'ont dit, mon gynécologue m'a dit qu'il fallait interrompre les grossesses tout de suite. Et je suis allée à l'Institut Curie, c'est là où j'étais traitée pour mon cancer du sein. Et c'est grâce à eux, en fait, qu'ils m'ont dit qu'on pouvait, si je voulais,
si j'étais prête à assumer ça, parce que c'était quand même pas évident d'avoir le chimio étant enceinte en même temps, si j'étais d'accord. Et avec mon mari, on avait dit on y va. Donc c'est l'idée de combattre contre la mort d'un côté et porter la vie de l'autre parallèlement. Donc il faut une double force alors, j'ai l'impression. Moi, j'avais la vie et la mort en moi, physiquement, parce que bon, il y avait cette bébé et cette nodule. Il y avait deux choses qui étaient en moi, qui étaient en train de grandir ensemble, si on peut dire. Et pour moi, c'était le bébé, la grossesse qui allait vaincre le cancer. La vie allait être plus forte que tout. Ah oui, pour moi, c'était assez clair dès le début. C'était votre premier bébé? Mon premier bébé et mon dernier bébé, parce que je ne peux plus avoir des enfants. Et il n'était pas question d'interrompre la grossesse pour vous? Pour moi, c'était quand les médecins m'ont dit qu'il fallait interrompre la grossesse, je ne me suis pas posé la question parce que pour moi, c'était évident que je ne pouvais pas continuer. Mais quel premier médecin vous a dit ça? Un médecin généraliste, un gynéco? Généraliste, gynéco, qui ne savait pas en fait qu'on pouvait faire la chimio tout en étant enceinte. C'est possible. Et même pour vous, le risque n'est pas plus grand d'aggraver le cancer alors que vous êtes enceinte? Non, parce qu'en fait, au niveau de traitement, j'ai eu au niveau de traitement tout ce qu'il fallait. Il n'y avait pas de... En fait, on peut faire appel à la chimiothérapie quand on est enceinte, oui, tout à fait. Sans risquer quoi que ce soit pour le bébé. Voilà. Ce sont les rayons de radiothérapie qui sont plus dangereux? C'est la radiothérapie que je ne pouvais pas faire en étant enceinte. Alors, j'ai été opérée, j'ai eu la chimiothérapie, et dès que j'ai accouché, en fait, 10 jours après, j'ai commencé un traitement de radiothérapie. Et c'est ça ce qui était plus dur, en fait, parce que j'étais séparée de mon bébé. Ah bon, ça, en quoi le bébé vous a aidé à combattre la maladie, à supporter Déjà, on était les deux. soins? On était deux. 3 avec votre compagnon? 3 avec mon mari. Surtout 2. Mais moi, je me suis forcée, par exemple, de manger pendant les chimios, de boire. Je me suis vraiment forcée pour lui, pour mon enfant. À avoir toutes les forces, le plus de force possible? Voilà. Votre compagnon a pu vous aider aussi? Ah, il était avec moi tout le temps. Il m'a accompagnée. On était 3, comme vous dites, on était 3. Il y avait des hauts et des bas pendant cette grossesse, en termes de morale? Il y a toujours le peur de est-ce que je vais mourir, hein, parce que bon, tout d'un coup, j'étais quand même responsable de quelqu'un d'autre, hein, un enfant, même s'il n'était pas encore né. Je me suis posé la question si ce que je faisais était bien finalement. Mais il m'arrivait de poser les questions, tout en sachant que cette bébé, c'était un bébé volu. Et quand ils m'ont dit que je pouvais le garder, on est allé à fond. Au cours de votre grossesse, vous nous avez dit qu'une image revenait chez vous tous les soirs à peu près. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle image? Alors j'avais le bébé qui grandissait en moi. Je savais aussi que j'avais les nodules qui étaient en moi et qui pouvaient être en train de grandir. Et tous les soirs, j'avais cette image de mon bébé et moi qui battaient cette nodule. On partait pour les combattre. Vous parliez avec votre bébé Oui, toujours. Oui. Tout le temps. On se disait on y va ce soir et on a du travail à faire. On va gagner tous les deux, ensemble. Alors, est-ce que vous étiez d'abord une femme enceinte pour la première fois, à un âge où il faut aller vite, ou est-ce que vous étiez d'abord une femme malade à ce moment-là? J'étais les deux. J'étais les deux. Il y avait des jours où j'étais plus une femme enceinte, surtout quand ça a commencé ce soir que j'étais enceinte. Mais quand j'étais à l'hôpital et j'avais plus de cheveux, et là je voyais que les gens me regardaient plutôt mes cheveux que votre ventre, que mon ventre. Et il y avait aussi le regard des autres qui était c'est pas toujours évident de supporter. Des regards questionneurs ou... De gens qui se posaient les questions, qu'est-ce que vous faites en fait? C'est vrai, c'est... Est-ce que c'est pas un acte irresponsable? Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que vous répondiez à ça? Pour moi, c'était clair dans ma tête que ça allait bien se passer. J'étais très convaincue, j'avais beaucoup de confiance en mes médecins. Je pense que c'était très important d'avoir confiance. Et je savais que j'allais avoir ces bébés et que tout allait se passer très bien. Il fallait rester positive, surtout pour mon fils. Quel regard vous portez sur le combat de Christine, Linda? On dirait un petit peu mon histoire. Sur les questions, notamment sur la l'ambivalence maladie et la grossesse. Quelles sont les questions que vous avez entendues plus souvent, vous? Oh, pas beaucoup, parce que j'ai tellement bien vécu ma grossesse, je chantais toute la journée. Je le voulais tellement, ce bébé, que personne ne me posait de questions. Par contre, on avait très peur, parce que plus ça allait, plus je grossissais, plus ils avaient peur qu'il m'arrive quelque chose, quoi. Il vous arrive quoi, en fait? Que j'y reste, que... je sais pas, moi. Que... Ça vous fatigue trop? Oui. Comment vous avez vécu l'accouchement?
J'ai été obligée d'accoucher par césarienne. Pour pas trop vous fatiguer? Non, c'était parce qu'il fallait que je commence une radiothérapie tout de suite. Alors du coup, j'ai été obligée d'accoucher un petit peu plus tôt que prévu. Je n'ai pas pu aller à terme. Et j'ai accouché, j'étais enceinte de 37 semaines. Ça veut dire que la radiothérapie devenait urgente à ce moment-là? Oui, il fallait tout de suite que je commence une radiothérapie. Je ne pouvais pas attendre très longtemps entre la chimiothérapie et la radiothérapie. J'avais un mois entre les deux, c'était le seul. Et je disais, c'est ça qui est difficile parce que quand j'ai accouché, là j'avais envie d'être maman. Et en fait, j'étais maman pendant 10 jours, parce que pendant 10 jours, j'étais avec mon fils. Et après 10 jours, j'étais obligée de retourner à l'hôpital pendant 2 mois, tous les jours. Et c'est là où c'était plus dur pour moi. Le bébé était à la maison avec son papa pendant ce temps? Le bébé était à la maison avec papa. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée seule. Parce que mon mari ne pouvait plus venir avec moi à l'hôpital, parce qu'il était à la maison avec mon fils. Et c'est là où... Quel était le pronostic des médecins à ce moment-là, quand vous avez connu ces 2 mois de solitude face à la maladie? Qu'est-ce qu'ils vous disaient, les médecins? Les médecins, ils disent pas trop. Moi, je suis quelqu'un qui est très positive. Je pense qu'au niveau des médecins, ils savent ça. Alors, on part toujours avec l'intention de... J'ai l'impression que parfois, il faut même encourager ces médecins, pratiquement. Je pense que c'est vrai ça, oui. Oui. Vous aussi, vous avez vécu des moments de découragement chez les médecins où il a fallu retourner Non, ce qu'ils avaient dans la tête? Comme j'étais déterminée, ils savaient qu'il ne fallait pas beaucoup me poser de questions. Non. On a essayé de vous décourager en vous disant que c'était trop risqué pour vous? Non, pas du tout, non. Même pas au début? Au début, du moins, disons qu'avant ma grossesse, avant ma transplantation, je suis tombée enceinte, là, il y a eu un découragement parce que je me suis fait avorter. Ça ne s'est pas très bien passé. Pourquoi? Parce que j'étais gravement malade. Je ne pouvais plus déjà respirer tellement. Donc, c'était pas possible d'avoir une grossesse, quoi. C'était avant la greffe? Oui. Et après, je me suis fait transplanter et après, il n'y a pas eu de soucis, quoi. Ça guérit pas de la mucoviscidose pour autant, mais ça redonne beaucoup de force, quoi. La transplantation. Ça guérit pas, c'est une autre maladie, la transplantation. Ça sauve la vie, mais c'est une autre maladie. Parce qu'on n'est pas à l'abri du rejet, on n'est pas à l'abri des effets secondaires et tout ça. Oui, le bébé est j'ai l'impression, un grand facteur d'encouragement quand on le porte, Oui. quand on l'attend. Et après, quand il est arrivé? Génial. Mais moi, j'ai été séparée. Maintenant, j'ai accouché à 7 mois. On m'a fait une césarienne. Donc, j'ai été séparée 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, comment vous avez réussi à garder le moral, vous? Mon mari allait, et puis il filmait. Et il m'amenait la cassette pour que je la voie sur la télé. Et là, c'était génial. Et après, le retour du bébé et tout, c'est génial. Ouais, c'est quelque chose de très, très beau. Mais très fort, j'ai l'impression. Ouais. Alors, vous avez pris des risques importants, vous avez mis votre vie en danger. Mais après une double greffe, donc foie et poumon, aujourd'hui, vous avez un bébé. Oui. Qui a quel âge? 5 ans. 5 ans et demi. C'est une première mondiale et je pense que c'est un facteur d'encouragement pour beaucoup de personnes qui ont la muco. On regarde tout de suite ce reportage qui vous est consacré. On me dit que sans enfants, c'est... Non, je suis partie d'une famille nombreuse et ils ont tous des enfants. Mes frères et sœurs, donc pour moi, c'était normal que moi aussi, j'ai mes propres enfants. J'aurais pas pu vivre sans. J'aurais été obligée d'adopter autrement. Mais Linda est atteinte de mucoviscidose. Et pour elle, avoir un enfant est incompatible avec sa maladie. Ce n'est qu'après une double transplantation du foie et des poumons qu'elle pourra enfin donner la vie. Si je me fais transplanter, c'est pour avoir un bébé. Moi, je l'ai fait seulement pour ça. Pour qu'on me sauve la vie et pour avoir cet enfant. Quelques années plus tard, Linda donne naissance à un beau bébé en parfaite santé. La petite Manon devient le moteur de sa vie. Il y a un peu plein de sourire à sa maman. Se réveille, ma chérie. Mais peu de temps après son accouchement, Linda fait un rejet de sa greffe, tombe dans le coma et frôle la mort. Pendant presque 6 mois, elle est séparée de son bébé. Je pensais pas trop à Manon parce que j'étais tellement malade que je pensais plutôt à me remettre pour m'en occuper, quoi. Le plus vite possible. Le plus vite possible parce que j'ai tellement souffert. Je pense que de ma mucoviscidose et de ma transplantation, c'est la période que j'ai presque le plus souffert de ma maladie.
Manon est aujourd'hui une petite fille de 5 ans, élevée entre son papa et sa maman. Malgré cette maladie qui l'affaiblit, Linda se bat au quotidien pour être une mère comme les autres. Ça m'apporte du bonheur, de la joie. Il faut se lever le matin. Parce que des fois, Manon, de temps en temps, un peu avant que je la lève, elle chante. Et ça, je trouve que c'est beaucoup de bonheur pour une maman, même si on est malade. Je suis d'accord, je suis malade, je suis différente. Elle s'en apercevra maintenant quand elle sera grande. Elle s'apercevra que je ne pourrai pas courir avec elle, que je ne pourrai pas danser de temps en temps. Mais je ne veux pas non plus que ça la tracasse au point où que c'est une enfance, elle soit triste. Quoi. Moi, j'ai pas envie de ça. J'en ai pas envie. T'as pas envie de te grandir? Moi, je veux que ce soit une enfant normale. Une enfant vivante. Moi, le fait que Manon grandisse et que je suis... Parce que j'ai peur parce que de temps en temps, je suis tellement fatiguée que j'ai peur de... Qu'elle grandisse. De plus être là, quoi. Arrête, tu vas me faire tomber. C'est beau, hein? C'est fort quand même, hein? Qu'est-ce que vous pensez de son histoire? Je trouve ça super. Je trouve ça super. Quel courage, hein? Et en plus, elle est adorable. Notre petite fille. Quel regard vous portez sur cette histoire? C'est émouvant, très beau, et puis un sacré courage, oui. Plein d'espoir. Et c'est de l'espoir. Sandrine? Tout à fait. Je trouve que c'est beaucoup de courage. Puis on voit qu'il y a plein d'amour surtout. Et puis elle a l'air très heureuse, cette petite fille. Hein? Tout à fait. Épanouie. Elle est très, très épanouie. Elle sait que sa maman est fragilisée par la maladie? Oui. Vous lui en parlez? Comment vous lui en parlez? Moi, j'ai dit, maman, elle est fatiguée, elle est malade. Alors, elle me regarde dans les yeux, puis elle fait, oui, maman, t'es malade. Alors, elle m'aide. J'ai une maison à étage, alors elle va me chercher les affaires, elle va me chercher mes chaussons, mes chaussures. Elle m'aide tout le temps, quoi. Il y a des moments où c'est difficile d'être maman? Oui, très difficile. Parce que je suis très fatiguée, donc j'ai l'impression de ne pas pouvoir le faire. Et ça, je suis découragée, quoi. Par exemple, faire quoi? De pas pouvoir, par exemple, lui faire à manger, quelque chose de tout simple. Quelque chose de pas pouvoir l'habiller. Parce que je suis fatiguée, donc moi-même, j'ai beaucoup de difficultés à le faire des fois. Donc j'ai peur des choses toutes simples. Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre mari Yvon? 16 ans. 16 ans, où est-ce que vous êtes Yvon? Bonjour Yvon. Bonjour. Il y a des moments où il faut remonter le moral de votre épouse? Ah, tout à fait, oui. Bien obligé parce que il y a des fois, comme on dit, il y a des fois, elle tombe un petit peu dans le bas et là, faut. Comment vous y prenez? Comment vous faites pour lui remonter le moral? Voilà, c'est toute une histoire. Ce que je veux dire. Il y a plein de choses pour lui remonter le moral. Vous parlez d'autres choses? Vous dédramatisez? On essaye déjà de ne pas parler de la maladie, déjà. On essaye de lui faire oublier un petit peu aussi de temps en temps qu'elle est malade. Et puis, qu'il n'y a pas que la maladie non plus. On est une famille avant tout. Et faut vivre normalement, quoi. Puis laisser un petit peu la maladie de côté. Bon, c'est vrai que c'est pas facile à faire non plus. Vous arrivez à oublier la maladie parfois? Vous y arrivez? Non. Non. Elle sera toujours entre nous trois. Tout le temps. Depuis quel âge cette maladie vous occupe l'esprit? Je l'ai depuis que je suis toute petite, mais depuis que j'en suis consciente, il n'y a pas très longtemps. Parce que j'ai tellement été coucounée par mes parents, tellement protégée, que je laissais aller les choses, quoi. Alors, il y a une première grossesse qui est arrivée d'abord, Oui. qui était souhaitée ou qui était un heureux accident? Souhaité pour nous, mais un accident à la fois. Donc, c'est-à-dire, comment c'est possible ça? en fait, hélas, je veux dire hélas, parce que j'ai pas de difficulté pour avoir des enfants, donc voilà. D'accord, donc vous vous protégiez, mais il est arrivé quand même, ou vous faisiez un peu attention? Disons qu'on était partis en vacances, et puis voilà, on n'a pas fait attention. Donc, voilà. On s'oublie un peu? Voilà, c'est ça. On est en toile de tente, on n'a pas trop le temps de... Voilà. Ouais. Comment vous avez réagi à cette première grossesse? Bien au début, bien. Et puis après, moins bien, quoi. Vous aviez quel âge à ce moment-là? 23 ans. Vous en aviez parlé avec les médecins de savoir si c'était possible? Oui, je leur avais dit que j'étais enceinte et tout. Puis comme j'étais en état de ma maladie pas très
critique, eh ben, c'était incompatible en fait. Comment? Donc la solution, c'était de se faire avorter. Vous étiez dans un moment où vous étiez fragilisé par la maladie? Oui. Ça D'après les m'allait déjà médecins, pas très bien. pas assez forte pour pouvoir L'état supporter. pulmonaire était insuffisant pour porter la grossesse à terme. Donc voilà. Donc interruption de grossesse? Oui, C'est un moment dur, ça? très difficile, ouais. Est-ce que j'étais enceinte de 3 mois et demi? C'était difficile. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les médecins? Que pour que vous puissiez avoir un enfant, la seule solution, c'était cette double transplantation, donc le foie et les poumons? On va pas dire ça comme ça. Disons que moi, déjà, il a fallu me transplanter pour me sauver la vie, parce que quand on m'a transplanté il y a 9 ans, j'étais pas très bien, je faisais des hémorragies, tout ça, donc j'étais vraiment critique. Donc il a fallu me transplanter. Mais je savais qu'après la transplantation, ça allait aller mieux. Donc là, je me suis dit, ça y est, on va pouvoir encore faire un enfant, quoi. De pouvoir retrouver la vie, plus une autre vie, Voilà, alors. c'est ça, ouais. Vous en avez parlé au médecin avant de mettre en route Oui, ce je suis petit assez ouverte bébé? avec les médecins. Oui. On vous a encouragé, on vous a découragé? Comment? Parce Le que docteur Alloun m'a dit qu'il fallait que j'attende 2 ans, donc j'ai attendu 2 ans et demi. 2 ans et demi après la greffe, Après la greffe. pour être sûr que la greffe se passe bien, quoi. Voilà, donc je suis tombée enceinte au moment où je l'ai voulu, en fait. Où je me suis sentie capable d'aller jusqu'au bout. Vous l'avez encouragé, votre femme, ou plutôt mis des bémols en y vont? Oh non. Non, moi j'étais pour avoir un enfant aussi. Donc oui, j'ai encouragé, mais bon, on sait les risques que ça cause derrière. Mais malgré tout, non, je l'ai encouragé à fond. Parce que moi j'étais d'accord aussi. Quelle est la responsabilité du conjoint dans ces cas-là, et celle du médecin aussi? Parce que ça doit être difficile d'être partagé entre les deux, quoi. De se dire vive la vie, et puis en même temps, il ne faut pas que tu te fasses trop de mal non plus. Bah, c'est surtout ça. Oui. Qu'en pense le docteur Alloun? C'est un problème extrêmement difficile. C'est un problème difficile parce que c'est son choix, et je crois qu'elle l'a bien exprimé. Elle était très décidée. Et puis c'est un problème difficile parce qu'il faut, nous, notre rôle, c'est d'évaluer les risques et de faire en sorte que ces risques, on les minimise. Ces risques, ils existent. Une grossesse avec une maladie comme elle a, c'est un défi. Donc il faut qu'on les évalue bien. Et ce n'est pas toujours facile lorsqu'il n'y a pas eu auparavant beaucoup de grossesses dans le monde dans les mêmes conditions. C'est la première? C'est dans les premières. Je ne sais pas première si en la France, première. en tout cas. En France, oui. Dans le monde, je ne sais pas. J'ai dit première française, vous avez rectifié première mondiale. C'est vrai que ça a plus de gueule, mais première française, c'est bien déjà. Disons que moi, quand je suis tombée enceinte et le jour de l'accouchement, l'obstétricien est venu me voir. En fait, il était venu me voir à la base pour voir si mon col de l'utérus était ouvert. Et en fait, il est venu après me voir et il a dit, vous savez, Madame Cocchio, je suis allée sur Internet et vous êtes la première mondiale. Donc en fait, je répète ce qu'on m'a dit, quoi. Ouais. Et après, j'ai accouché. Le lendemain, les journalistes étaient au pied de mon lit, en fait. Ah bon? C'est une bonne nouvelle, ça? Parce que j'étais la première mondiale, donc je suis passée dans le journal. Je suis passée dans le journal. Ça vous a encouragé, ça, ou ça vous a fatigué? Disons que je m'y attendais pas et j'en avais rien à... Mais comment ils sont arrivés jusqu'à vous? Ma maman a téléphoné, une de mes sœurs a téléphoné. Donc j'avais, voilà. Alors, il y avait des risques dont vous avez parlé, qui étaient des risques pendant la grossesse, et puis aussi des risques après la grossesse. Alors pendant la grossesse, que risquait madame? Alors les risques, je pense que qu'il faut que les personnes qui veulent se lancer dans une aventure, et c'est une véritable aventure, ce genre de grossesse, il faut qu'elles aient conscience qu'il faut la prévoir à l'avance. La prévoir à l'avance, ça veut dire évaluer les risques avec les médecins, ça veut dire les minimiser au maximum. On sait que la grossesse va modifier les médicaments, leur efficacité, les posologies nécessaires, donc il faut les adapter. Il faut voir la toxicité des médicaments. Elle avait beaucoup de médicaments, donc il fallait voir cette toxicité pour le fœtus. Et puis, il fallait également qu'elle accepte un certain nombre de contraintes supplémentaires dues à la grossesse, comme des prises de sang répétées pour surveiller au plus près cette grossesse. Et la transmission de la mucoviscidose en elle-même à l'enfant, est-ce que c'est un risque qui existe? Alors, c'est un risque qui existe, mais là aussi, il faut l'évaluer. Le compagnon a eu des tests pour voir s'il était porteur. Il aurait fallu négativement que Yvon soit porteur de la mucoviscidose pour que, voilà, tous les deux le soient. Il faut que les deux parents aient le gène de la mucoviscidose pour que l'enfant exprime la maladie.
Si Yvon n'est pas porteur du gène de la mucoviscidose, l'enfant va être porteur d'ISA, il n'exprimera pas la maladie, et par contre, il pourra transmettre le gène s'il rencontre une autre personne qui est génétique. Donc vous avez fait les tests étaient négatifs, donc au moins, ça vous a enlevé quelque chose? Oui. Ça vous a soulagé? Et maman n'est même pas porteuse de la maladie. Parce qu'on a fait les examens, elle n'y est même pas. Donc elle pourra se marier, on pourra avoir des petits-enfants. C'est ça qui est merveilleux. Si Yvon avait été porteur du gène, quelle décision vous auriez? Je ne l'aurais pas fait, je n'aurais pas eu d'enfant. Non. Parce que je sais que c'est trop souffrir de la maladie. Je n'aurais pas voulu. Pourtant, à vous écouter comme ça, on a l'impression que vous êtes une femme accomplie, que vous avez vécu plein de choses qui vous ont rendue heureuse. Oui, peut-être, mais moi, ma maladie, non. C'est quelque chose si on me touche... c'est trop dur? Trop dur, oui. Maladie difficile. Personnellement, pour moi, c'est difficile déjà, donc... pour un enfant, c'est trop difficile, quoi. Avez-vous le sentiment que Manon vous donne plus de force aujourd'hui pour affronter la maladie au quotidien? Oui. Ah oui, plus de force, oui. Je vois, ce matin, on s'est levé, elle chantait. Il était 6h30. Elle chantait. Oh, c'est merveilleux. Alors la maladie est toujours là, elle a évolué grâce à la greffe. Oui. Ça a été compliqué au niveau du foie, si j'ai bien compris? Oui. Oui, j'ai eu des complications avant de tomber enceinte déjà. Donc voilà, j'ai fait des examens et tout ça. Et après, la grossesse n'a pas arrangé les choses, quoi. J'ai fait un rejet de foie. Je me suis levée un matin, j'avais 6 litres d'eau dans le ventre. Donc je suis allée à l'hôpital et on m'a sondée. Et là, j'ai perdu beaucoup de poids que je n'arrive pas à rattraper. Je fais 34 kilos. Et il y a 5 ans, avant de tomber enceinte, je faisais 44 kilos. Voilà. Vous forcez à vous alimenter? Vous avez perdu l'appétit? Je mange, mais je ne grossis pas. Qu'est-ce que Manon vous apporte comme force pour affronter la maladie au quotidien? Manon, petite fille comme ça. Elle est pleine d'énergie, donc... allez maman, on met nos bottes, on va se promener. Allez maman, on va voir une copine. Allez. Elle me motive tout le temps, elle me stimule, quoi. Elle est pleine de vie, elle m'embrasse, elle me saute dans les bras, elle me fait des câlins, c'est merveilleux, quoi. Et vous, Johan, quel rôle joue-t-il dans votre combat? Moi, c'est le moteur de ma vie. C'est lui qui me permet d'avancer, de continuer, de me battre surtout. Parce que si je ne l'avais pas vu, je ne sais pas si je serais encore là. Je pense que ma vie ne serait pas pareille de toute façon. Et puis il faut se battre avec les remarques des autres aussi. Et puis on gère aussi avec les remarques de son propre enfant. Quel âge a-t-il aujourd'hui? Mon fils a 15 ans. Vous direz comment vous en parlez avec lui juste après ce message de la rédaction qui vous concerne peut-être. À plus de 40 ans, vous avez décidé de faire un bébé. Après avoir eu un enfant à l'adolescence, vous avez décidé d'en avoir un deuxième à 40 ans. Votre mère vous a eu à 40 ans passés, vous l'avez mal vécu. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, l'histoire de Pascal. Il est devenu père au foyer pour permettre à sa femme Patricia de se consacrer pleinement à sa carrière. T'as des préférences pour le repas de ce soir, mon cœur? J'avais prévu la pasta chaude, mais... Des fois, elle rentre tellement tard que pendant que nous on dort, elle arrive pour nous faire des bisous. C'est un choix qui n'était pas évident et toi tu l'as pris, quoi. Tu l'as pris pour nous, quoi. Et vraiment, oui, je t'en remercie, quoi. C'est formidable ce que tu as fait, quoi. Et aussi l'histoire de Patrick et Catherine. Tous les deux travaillent dans la même entreprise, mais aujourd'hui c'est Catherine qui est la supérieure hiérarchique de son conjoint. Ça paraît bizarre de dire ça, mais le pouvoir ne m'intéresse pas. Là, je pense que ce n'est pas vrai. Elle aime bien le pouvoir, elle n'aime pas le montrer. Je pense de mon côté que le pouvoir ne sera jamais dans la panoplie des éléments de séduction féminin. On se retrouve pour cette émission. On se pose beaucoup de questions avant d'avoir un enfant. Est-ce qu'on se pose trop de questions? Je ne sais pas quand vous voyez une personne en bonne santé se poser des questions. Vous ne dites pas que les gens se posent trop de questions avant d'avoir un bébé? Je pense qu'il faut quand même s'en poser parce que bon, il n'y a pas que la maladie de toute façon, mais je trouve qu'un enfant, il a besoin d'équilibre, d'amour, de beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Un enfant, ça a besoin d'être éduqué, encadré, d'avoir beaucoup d'amour. Vous avez fait donc ce bébé malgré votre séropositivité. Vous l'avez apprise dans quelles circonstances, la séropositivité? Comme je vous l'ai dit, en 85, lors d'une première grossesse. Ça fait 22 ans. Tout à fait.
Donc à ce moment-là, on m'a fait un IVG thérapeutique, forcé, sans décision. On m'a dit que j'avais le sida, que mon enfant allait avoir le sida, que j'allais mourir, que lui aussi. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a tout qui s'effondre. Vous aviez 18 ans à l'époque ? Tout à fait. J'avais 18 ans, c'est vrai que là, je me suis dit, il n'y a plus de sens à ma vie, j'ai plus rien en moi. En plus, quand on m'a fait cette IVG, on m'a dit que j'avais pas le droit, que je pourrais plus être mère. Donc pour moi, c'était, voilà, j'aurais pas d'enfant. Donc ça a été une grande surprise d'avoir Johan. Combien de temps après ? Mon fils est né en 92. Donc 7 ans après l'annonce ? Tout à fait. Bon, j'ai su que j'étais enceinte vraiment par hasard. Je pensais que c'était mon hépatite virale, parce que j'ai une hépatite virale due à la toxicomanie, qui s'est transformée en cirrhose. Donc je voyais mon ventre qui grossissait, mais bon, ça ne m'inquiétait pas plus. Je me disais de manière un peu plus ou un peu moins, voilà, l'hépatite, c'est la cirrhose. Et j'étais avec ma mère qui m'a dit « Oh, tu as un ventre qui est bizarre ». Donc elle m'a fait faire des tests, et là j'ai su que j'étais enceinte de 5 mois et demi. Ouais, donc c'est pour ça en plus que je l'ai gardé, parce que c'était plus un fœtus, c'était quand même un bébé. Et j'avais plus de recul vis-à-vis de la maladie. Bon, c'est pas pour ça autant que je me soignais à l'époque, parce que je faisais un bilan de temps en temps, mais j'avais pas la rage de vaincre et de vivre. Et vous êtes contaminé par injection ? Oui. Votre compagnon aussi était contaminé ? Tout à fait. C'est pour ça que on se protégeait pas, puisqu'on était tous les deux malades. Malgré les risques de surinfection qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, on ne savait rien de cette maladie. C'est vrai que la maladie, les médecins avancent avec nous. C'est un combat qu'on mène ensemble. Oui. Ils n'ont pas de recul. C'est nous qui sommes... ils avancent avec nous. Et c'est vrai que les trithérapies ont amélioré notre qualité de vie. Beaucoup. Mais quand j'ai eu mon fils, il n'y avait pas encore de traitement. Donc à l'époque, on les donnait qu'aux gens qui étaient en phase finale. Donc j'ai pas eu de traitement, mon fils n'a pas eu de traitement, donc ni de césarienne, puisqu'à l'époque on n'en savait rien. Par contre j'ai vu un pédiatre. Quand j'ai su que j'étais enceinte, on m'a quand même proposé l'avortement. On me l'a quand même proposé, mais là je me suis dit non, je vais quand même réfléchir. J'aurais peut-être pas une autre chance, et puis bon, je me suis accrochée à ce bébé. Ça a été... Qu'est-ce que ça représentait pour vous d'être enceinte de ce bébé ? La vie. C'est autant que j'avais la mort, autant que pour moi c'était la vie. Puis je me disais que même si j'étais pas là pour l'accompagner, c'était une partie de moi qui restait là, et au niveau de ma famille, parce que j'ai vraiment une famille. Vous saviez que cet enfant, on s'occuperait de lui, parce que faut pas que ce soit un geste égoïste. Oui, non. C'est vrai que je suis vraiment bien entourée par ma famille. Et c'était déjà prévu que si moi je partais, de toute façon mon fils irait chez mon frère ou chez ma sœur. Vous pensez que vous alliez transmettre le HIV ? Il y avait des chances. Des risques ? Il y avait des risques, voilà. Il y avait des risques qu'il l'ait, il y avait des risques... Alors aujourd'hui on sait que une femme qui n'a pas de traitement particulier, transmet 1 fois sur 5 le virus à un bébé. Une femme qui a un traitement particulier pour essayer de ne pas transmettre le virus, c'est 2 fois sur 100 seulement. Donc, oui, maintenant oui. Ça, vous l'avez appris par la suite ? Par la suite, mais à l'époque, il n'y avait pas de traitement, donc c'était pas du tout la même version des choses. Mais c'est vrai que ce pédiatre m'a vraiment bien conseillé et m'a aidé à encaisser, parce que bon, c'était pas évident de se dire que j'étais quand même enceinte de 5 mois, qu'il y avait cette maladie que j'allais peut-être lui donner. Et elle m'a expliqué qu'il fallait attendre jusqu'à l'âge de 18 mois de l'enfant pour savoir s'il allait rester malade ou pas. Parce qu'en fait, il naît avec le virus. Le virus, et s'il doit disparaître, si le virus n'a pas été véritablement transmis, il disparaît au bout de 18 mois. Donc ça veut dire que vous avez dû attendre 18 mois. Il recrache les anticorps de la mère et reproduit ses propres anticorps, mais c'est long. Comment vous avez géré 18 mois d'attente ? C'est très long. C'est vrai que j'ai ma famille qui m'a beaucoup entourée. Bon, c'est pas moi qui emmenais mon fils faire les prises de sang, parce que j'y arrivais pas. Parce qu'un enfant, ça n'a pas beaucoup de veines, donc on était obligé de le piquer à la tête. C'était très, très, très dur. C'est vrai que c'était très dur. Mais je me suis dit, maintenant qu'il est là, il faut te battre. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai eu mon fils, j'ai attendu, par contre, qu'il soit plus malade. Pour moi, me soigner. Tant que lui était malade, je ne me soignais pas. Je faisais des prises de sang comme ça, histoire de faire plaisir à ma famille. Mais vous disiez même que vous étiez toxico, que vous n'aviez pas peur d'avoir une cirrhose du foie, vous n'étiez pas à ça près, etc. Non, etc. Je m'en foutais et puis j'ai l'impression que du jour au lendemain, vous avez décidé de vous reprendre en main et de vous dire je vais vivre. Ça a été ma bouée de sauvetage. C'est grâce à lui si je suis encore là et si voilà. Vous avez arrêté la toxicomanie. Ah oui, il m'a donné vraiment
la rage de vaincre, de vivre, de surmonter tout, quoi. C'est vrai que c'est naissance et renaissance, alors. Voilà, tout à fait, tout à fait. À partir de quel moment il a fallu en discuter avec lui, lui dire les choses telles qu'elles étaient? Assez tôt. Parce que malheureusement, j'habite dans un petit village et bon, même si on ne le dit pas, il y a tout qui se sait. Donc c'est vrai que ça a été dur parce que j'avais des coups de fil la nuit en me disant que j'avais pas honte de mettre mon fils à l'école, que je pensais pas aux enfants des autres alors que mon fils n'était pas malade. C'est pas une maladie contagieuse, c'est une maladie transmissible. Tout il y a une très grande nuance. Mais pour eux, les gens avaient peur. Ils pensaient encore que ça s'attrapait par la salive ou je sais pas. Alors, il s'appelle Johan, il a aujourd'hui 15 ans, vous vivez seul avec lui. Il n'est pas toujours facile d'être, entre guillemets, le fils d'une personne séropositive. Votre fils vous le fait sentir parfois. Alors faire un enfant malgré la maladie, c'est aussi faire un enfant malgré les tabous, malgré la méchanceté des autres, pas de tous les autres heureusement, mais de certains quand même, malgré les idées reçues, malgré le jugement. Donc Johan a accepté de nous parler anonymement et nous donner sa version de cette façon de concevoir la vie. Pas une mère comme tout le monde, j'ai réussi à faire un enfant malgré que je suis séropositive comme on dit. Johan a aujourd'hui 15 ans. Sandrine a pris le risque de lui donner la vie alors qu'elle était toxicomane et séropositive. Par chance, Johan n'est pas contaminé. Sandrine, elle, s'accroche à la vie. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai décidé vraiment de me soigner, de continuer pour t'accompagner. J'espère le plus loin possible, mais le plus loin, être grand-mère, avoir toutes les belles joies de la vie comme tout le monde. Voilà, c'est une revanche de la vie, quoi. Juste après l'accouchement, Sandrine, affaiblie, déclare le sida. C'est une maladie qui fait peur. Johan doit apprendre à affronter le regard des autres. Il s'est rapproché de Max, qui lui aussi a une mère touchée par le virus. Tous les deux ont été rejetés par leurs camarades. On était en permanence. Et il y avait une feuille avec marqué le sida expliqué. Tout le monde m'a regardé. Et on avait un devoir en SVT où on expliquait les maladies sexuellement transmissibles. Les gens m'ont dit ouais, ils commencent à rigoler et je leur ai dit arrêtez, vous savez pas ce que c'est, si quelqu'un de votre famille l'avait, vous rigolerez pas autant. Et la seule chose qu'ils trouvent à répondre c'est ouais, mais quand quelqu'un de ma famille l'aura un jour, j'arrêterai de rigoler. C'est normal ça? Moi on m'a rejeté, ça me rendait triste. Blessé, tu t'es dit, je sais pas, on n'a rien fait pour ça, on l'a pas cherché. Et puis moi je vois ma mère tous les jours, je veux dire elle prend ses cachets, c'est devenu quelque chose comme boire son café ou fumer sa cigarette, ça n'empêche pas de vivre, elle est comme tout le monde, elle mange comme tout le monde, elle fait tout comme tout le monde, ses papiers, sa vie, ses gosses, ça n'empêche pas d'avancer. Et si ça n'empêche pas d'avancer, je vois pas ce qui pourrait l'en empêcher. Et surtout pas les gens. Vivre avec le sida, comme Max, Johan y est habitué. Chaque jour, il aide sa mère à supporter la maladie. Sandrine, de son côté, profite de chaque instant avec son fils. Elle sait bien que sa vie ne tient qu'à un fil. C'est sûr que je te demande beaucoup, peut-être. Moi, je veux que tu t'épanouisses le mieux du monde. J'essaye de t'apporter de l'amour, j'essaye de t'apporter tout ce que je peux. Je ne sais pas si j'y arrive. Il n'y a pas de recette pour être maman, je crois. Je t'aime et tu es en bonne santé. C'est trop d'émotions. C'est trop d'émotions de se repasser. C'est des émotions positives. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Mais on voit quand même qu'ils souffrent. Quand même. On voit que c'est pas évident pour eux non plus, quoi. Qu'ils doivent grandir encore plus vite que les autres, qu'ils ont beaucoup de choses sur leurs épaules, que voilà, c'est dur pour eux. Mais bon, c'est. Ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. C'est sûr. Vous êtes très réaliste par rapport à la maladie, peut-être trop même. Vous avez l'impression que ça vous rend un peu parano, que vous voyez le mal partout, les risques partout. Parano de quoi, par exemple? Au départ, j'étais vraiment très très parano au niveau de mon fils. Je pensais que malgré il soit séronégatif, qu'il n'ait plus la maladie, que je pouvais quand même le contaminer. Je me disais, on ne sait jamais, s'il prend ma brosse à dents, si je saigne. On se fait 50 000 films. Faites attention à ça tous les jours? Si vous vous coupez, par exemple? Si je me coupe, il ne m'approche pas. Personne ne m'approche de toute façon. Ça, même un médecin, je ne veux pas qu'il me touche. Si je saigne, c'est... Non. La fatigue aussi, c'est ça qui est dur aussi, parce qu'on fait des promesses. Des fois, je dis à mon fils, demain, on va aller au cinéma.
Puis malheureusement, le lendemain, j'ai pas la forme, donc c'est dur. Pour lui, ça c'est dur de... Parce que la majorité des femmes sur ce plateau ont la chance d'être accompagnées pour élever leur enfant, ce qui n'est pas votre cas, même si vous avez quelqu'un de loin. Comme vous. Oui, oui. Oui. Ce n'est pas le cas non plus d'Hélène qui est avec nous. Vous saviez que vous retrouveriez seule à élever votre fille? Je ne l'aurais jamais imaginé. Jamais. J'ai l'impression que quand vous êtes lancée dans cette relation avec cet homme, vous ne pensiez pas avoir un enfant en fait. Non, c'était d'abord le coup de foudre. Coup de foudre. Quand vous vous rencontrez, vous vous revoyez une semaine après, et après on ne se quitte plus. C'est magique. L'histoire d'amour dans tout le sens du terme. Et dès le début, dans cette première semaine en fusion, il vous a dit qu'il avait des problèmes de santé? Oui, il m'a dit un jour, il me l'a dit, qu'il était... parce que je lui dis, on n'a pas fait attention, il fait, je ne peux pas avoir d'enfant, Bon. Et puis il fait, tu sais, je suis malade, j'aurais peut-être un cœur de petit cochon un jour. C'est-à-dire quoi, un cœur de petit cochon? Qu'il avait des problèmes, et puis... qu'on lui transplanterait un cœur. Car le cochon est l'animal le plus compatible avec l'homme, ça fait réfléchir. Oui. Donc je me suis dit, bon, il y en a pour, avant des années. C'était pas l'important, c'était pas la chose la plus importante. C'était l'amour, quoi. Ah, complètement. Quand vous êtes retrouvés enceintes, comment vous en avez parlé tous les deux? Je l'ai appelé et je lui ai annoncé. Il est revenu en... Il n'a pas cru, lui. Croire, c'était magique, c'était un miracle, c'était pas possible. Mais si, c'était possible. On l'avait fait. On partait, c'était l'aventure. Jamais j'aurais imaginé que ça puisse finir si brutal, si vite. Alors que Charlotte fêtait son premier anniversaire, vous avez perdu votre compagnon? Oui. Vous avez pu faire le premier anniversaire ensemble? Il était... Très fatigué? Il était opéré. Il était en réanimation, donc ça l'a toujours, on a essayé de le... Booster? Oui, avec elle, parce qu'on lui disait, que ce soit les infirmières, les médecins, c'est l'anniversaire de Charlotte, mais c'était dur, c'est une opération très très lourde, très difficile, et puis ça s'est fini quelques jours après. Donc peu de temps après, vous l'avez perdu, et puis vous avez appris, j'ai l'impression concomitamment que cette maladie était héréditaire, qu'il y avait un risque de transmission à votre fille? Qu'elle était congénitale. Donc le risque zéro n'existe pas. Après, à savoir si, on verra plus tard. Vous ne savez pas pour l'instant si ça a été transmis ou pas? Non, elle est suivie. Tous les ans, elle a un examen. Votre petite fille a quel âge? 4-5 ans aujourd'hui? 4 ans. 4 ans. Oui. Comment vous le parlez de votre histoire d'amour avec son papa? C'est très présent. Je trouve que ça fait des enfants qui sont très réceptifs, qui ont une sensibilité à part. Ils ressentent très vite les choses. Ils ressentent très vite le... D'accord, Olivia, avec ça? Oui. Ils développent quelque chose que d'autres... je sais pas, ils ont des codes. Attentifs, très attentifs, très réactifs par rapport aux sentiments, la façon dont on peut... C'est magique. Enfin, magique. C'est. Oh, bah si, vous pouvez le dire. Oui, c'est magique. C'est troublant même d'avoir le rapport qu'on peut avoir. Parce qu'il y a la perte de l'être. Il y a un lien, une espèce de lien invisible qui fait que il y a rien qui s'est jamais rien arrêté. Fusionnel, vous diriez? Oui, c'est. Avec vous deux ou avec madame? Les deux parents. Les deux avec l'enfant, c'est fusionnel. Ouais. Alors Olivia, vous êtes à un moment crucial de votre vie, vous souhaitez plus que tout avoir un deuxième enfant, mais voilà, vous avez appris que vous êtes porteuse du syndrome de l'X, comme la lettre, fragile, qui n'est transmissible évidemment qu'aux garçons. Quels sont les symptômes de cette maladie génétique rare? Les symptômes de cette maladie génétique, ce sont surtout des symptômes, c'est un retard mental, surtout sur l'enfant. On s'en est aperçu petit à petit lors de son développement. Déjà, développement de la marche, le langage. À quel âge il a commencé à marcher? À 2 ans. Avec de l'aide aussi, parce que on allait voir un ostéopathe pour qu'il puisse avoir la démarche, quoi. Parce que il faisait tout le temps du 4 pattes sinon, donc c'était
la simplicité. C'est donc vous qui êtes porteuse de ce gène, mais qui ne vous handicape pas du tout. Donc c'est la femme qui est porteuse du gène, qui le transmet à un enfant du sexe masculin, donc un petit garçon. Sachant qu'il y a quand même un risque pour la fille, pour une petite fille. Il y aurait quand même un risque, mais plus minime par rapport à un garçon. C'est-à-dire par rapport à ce qu'on nous a dit. Le pourcentage, mais vraiment, ça n'a rien à voir, quoi. Voilà, oui. Alors Antonin souffre donc de ce handicap mental à cause de ce gène défectueux. Si vous donnez la vie, si vous avez un fils, il y a en fait, m'a-t-on dit, un risque sur 2 que le gène soit transmis et donc se transforme en maladie chez le petit. On va découvrir dans ce reportage combien c'est difficile pour vous de prendre une décision quant à ce deuxième enfant. Où est le lion? Ah bah ça, Le lion? Ah si, il est là. Tu vois? Frédéric et Olivia sont les parents d'Antonin, âgé de 7 ans. Ce n'est pas un petit garçon comme les autres. Antonin souffre d'un retard mental. Un enfant de son âge est en CP normalement. Il écrit, il apprend à écrire, il apprend à lire. Que là, c'est pas du tout encore le niveau d'Antonin parce qu'il est encore à la base d'essayer de faire un bonhomme. Alors, tu piques une grosse colère? Oui. Et pourquoi tu piques ta grosse colère? Mais non, mais écoute, je pense pas qu'on l'étouffe, mais il faut être sans arrêt derrière lui. Puis il faut sans arrêt aussi le motiver en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, super. Mais bon, ça, il y a des jours où on le vit bien, puis il y a des jours où on le vit très mal. Moi aussi, je t'aime, mon cœur. Olivia le vit d'autant plus mal qu'elle se sent responsable de la maladie de son fils. Il y a 2 ans, elle apprend qu'Antonin souffre du syndrome de l'X fragile, une maladie génétique qu'elle lui a transmise sans le savoir et qui entraîne un retard mental. Cette culpabilité-là, je l'ai toujours et je pense que je l'aurai toujours parce que on me le dit tout le temps que c'est moi qui ai transmis cette maladie à Antonin. Donc, à un moment donné, je me suis dit, par rapport à cette maladie, je me dis, ça y est, c'est fini, je pourrais plus être maman, alors à quoi je vais servir? Et puis moi, je me vois pas rester avec un seul enfant. Je me vois pas passer d'autres Noëls avec un seul enfant. C'est tellement la joie, la vie. Olivia et Frédéric souhaitent élargir la famille. Pour ne pas avoir à nouveau un enfant handicapé, leur seul espoir est d'avoir une fille, car la maladie du X fragile ne se développe pas chez la femme. Seulement, il n'existe que 3 centres en France qui pratiquent le diagnostic préimplantatoire, une fécondation in vitro qui permet de choisir le sexe de l'embryon. La seule solution, pour moi, c'est la FIV. Mais maintenant, est-ce qu'on va pouvoir avoir le droit à ça et bénéficier de il y a quelles conditions, ce service? Il y a quelques conditions, mais bon... Et dans combien d'années? Parce que je crois qu'on va compter en années, là. Bah oui. L'attente est longue, Olivia s'impatiente. Si demain elle tombe enceinte de façon naturelle, elle a un risque sur 4 d'avoir un enfant handicapé. Pourtant, elle semble prête à prendre le risque. Donc moi, j'aimerais bien un bébé, mais tout de suite. Un bébé à tout prix, ça dépend comment. Je pense qu'Olivia, t'es pas prête à faire un avortement. Ah non, je suis pas prête à faire un avortement. Moi, je suis pas prêt d'avoir un enfant s'il a un deuxième handicap. Oui, mais moi, s'il faut que j'attende la fécondation pendant 2 ans, je vais pas pouvoir attendre 2 ans, moi. Moi, mon désir, il est bien ancré, enfin, il est là, quoi. Dans mon état d'esprit, je me vois pas repartir avec que ce soit un deuxième enfant, que ce serait une fille ou un garçon avec un handicap, j'aurais du mal à le vivre. Je l'assumerai parce que je pense qu'on assume bien Antonin. Mais ça serait très très dur. Pourquoi ce serait trop difficile, Frédéric? Votre franchise vous honore, mais j'imagine que c'est compliqué pour un papa de dire tout ça. Hein. On parle jamais. Il a beaucoup de mal à en parler, justement. Et C'est 7 ans qui remonte, là. Je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de problème. Il pleure jamais, d'habitude. Ah bon. On dit que ça fait du bien. C'est la première fois que je le vois pleurer. Ah bon? Non, c'est parce que c'est 100% Antonin. Tout le temps. On veut pas de différence. On veut que notre enfant soit comme les autres. Donc c'est du temps qu'on passe avec... Ça fait 7 ans qu'on s'investit tous les jours. Oui. Comme tout parent, quand on est parent, qu'on a un enfant, on s'investit de toute façon. Mais quand en plus il y a un handicap, je suis même peut-être plus dur avec lui parce que... On veut pas qu'il soit différent. On lui fera pas de cadeau.
Antonin a la chance d'avoir 9 cousins et cousines. Ils sont quand même plus grands que lui. C'est pareil, ils ont appris à vivre avec son petit handicap. Ils ont su anticiper ses réactions. Maintenant, Et malgré ça, vous vous posez la question, vous, oui, de savoir si vous prendriez le risque pour une deuxième fois. Vous en êtes où de votre réflexion commune? Déjà, c'est les délais qui sont... La réflexion commune, on en a discuté. C'est sûr qu'on veut un autre enfant, mais pas refaire le même schéma par rapport à Antonin. Aujourd'hui, vous êtes sur une liste d'attente pour une fécondation in vitro, oui, avec un diagnostic pré-implantatoire. Je ne savais même pas que ça existait, moi. C'est-à-dire que c'est une technique qui est assez peu développée dans notre pays. Il s'agit en fait de faire une sélection du sexe au préalable. Voilà. Ça ne se fait que dans des cas précis, évidemment. Avec une maladie bien précise. À ce jour, notre dossier est passé en commission, apparemment. Ça veut dire qu'au moment de choisir les petits spermatozoïdes, ils font le tri entre le sexe féminin et le sexe masculin pour me donner que le sexe féminin. C'est vrai que ça peut poser des questions de déontologie aussi. Oui, il ne faut pas en abuser, parce que sinon... Voilà, mais là, je pense que c'est pour un cas précis, c'est pas pour une volonté... Voilà. Ah bah non, c'est pas... Oui. Mais ce qu'il y a, les délais sont longs, on n'a toujours pas de rendez-vous. De premier rendez-vous, parce qu'il faut prendre contact avec les médecins d'abord, faire des analyses, et ensuite, 1 an et demi après, la fécondation. Vous avez quel âge aujourd'hui? Moi, j'ai 35 ans. Vous avez l'impression que l'horloge tourne? C'est l'horloge biologique qui tourne, et puis, en plus de ça, moi, dans ma petite tête, je pensais qu'à 35 ans, j'aurais déjà 2-3 enfants. Et j'en ai qu'un. Vous en avez un déjà? Oui, j'adore. C'est mon bébé. Et c'est vrai que des enfants, c'est un cadeau, quoi. Et ça aide. Il est plein de vie, quoi. C'est ce qui nous fait aussi avancer. Eh bien, vous nous tiendrez au courant de ce qui se passe. Hein. On dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais là, tant qu'il y a de l'espoir... On espère. Il y a de la vie, il y a de la vie, il y a de la vie. L'attente, c'est long. Et l'attente, c'est ce qu'il y a de plus long. C'est une belle leçon de vie, en tout cas. On a le sentiment que donner la vie a permis à nos invités de mieux surmonter cette maladie qui est compliquée, quelle que soit la maladie dont on a parlé aujourd'hui. Mais on aura compris que tout ça est porteur d'espoir, qu'avoir un bébé, ça peut être vachement fort et vachement encourageant pour chacune d'entre vous. Et pour chacun d'entre vous, monsieur. Merci d'avoir été avec nous.